Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui est assis par terre. Hello. Une petite émission à l'ancienne, enregistrée en conditions presque pas de live. Le seul défi qu'on s'est donné pour cette émission estivale, parce qu'on vous avait promis une émission estivale, c'est de faire une émission pas trop longue. Alors, qu'est-ce qu'une émission estivale ? C'est une émission où, en fait, on l'a fait l'été et on avait promis de faire plein de On l'a fait à l'arrache, en fait. Ouais, on avait promis d'en faire plein d'émissions. Mais vous avez vu que, Non, en fait. on va dire les conditions d'enregistrement sont tellement optimum que on a pu faire ça aux alentours aujourd'hui du 15 août. Alors, en fait, on a déménagé, enfin j'ai déménagé parce que je ne vis pas avec Mathieu, même si... Bref. Même si sa femme le pense. Voilà, j'ai déménagé, et là je suis dans ma nouvelle bibliothèque, qui est fort sympathique, mais un peu en bordel. Nous sommes assis par terre, avec les micros sur des chaises pour enfants Ikea, et on enregistre dans des conditions extrêmes. Nous avons mis une pile de BD devant nous, et notre but, c'est, nous avons 1 heure, enfin 58 minutes et des poussières maintenant, pour vous faire les chroniques de ce qu'on aura le temps de faire pour essayer d'écouler un petit peu notre retard des vacances. Les jingles, je vais les faire à l'ancienne, je vais les rajouter derrière. Enfin, Au retard de l'année aussi. Ouais, de l'année aussi. Et voilà, on commence commencer. tout de suite, je crois. On va peut-être pas attendre. On va parler de Drifter, paru chez Glénat Comics. L'histoire de Drifter, on va suivre donc l'incursion d'un certain Abraham Pollux sur une planète. Incursion qui va être en fait une sorte de crash. Hein. Il va se crasher avec sa navette dans une... D'ailleurs, statistiquement, je pense quand même le mec a vraiment pas de cul. Parce qu'il se crache sur une planète, mais il tombe dans le seul lac de la planète. Et il s'en sort. Et il s'en sort. Ouais, c'est un crash de vaisseau spatial, je veux dire, le mec, il a pas de cul. Hein, Mais il y a un lac, il tombe dedans. Donc son vaisseau, se crash là, il se retrouve sur cette planète. Donc pour faire le petit pitch de comment est l'univers, la Terre existe toujours, et en fait les terriens sont allés sur à peu près toutes les planètes de la galaxie pour essayer de pomper des ressources pour vivre. Voilà. Et certaines planètes sont à la limite du vivable. C'est ça. Et en fait, là, on va suivre ce gars qui arrive au milieu des contrées indigènes locales. Et bon, allez, hein, le mec, il a dû peut-être lire Firefly pour se faire une ambiance western. Ça fait un peu western, ouais. Voilà, c'est l'étranger qui arrive en ville. Mais mec, on a nos lois dans notre petit village. Et puis on a notre curé. Ouais. Enfin, on est vraiment, moi, j'ai trouvé vraiment une ambiance très très western. Hein. Et des phénomènes étranges arrivent au milieu. Parce que personnages étranges aussi. Oui, puis même, le gars, on lui explique, non mais, tu sais, il n'y a pas de vaisseau qui s'est écrasé sur cette planète depuis 3 ans. Hein. Lui, il fait, comment ça, je viens de me réveiller. C'est pas, enfin, ça fait pas 3 ans que je dors, tu vois. Donc, Oui, parce que pour lui, il s'est craché et il est sorti de l'eau et il est arrivé devant les gens. Sauf que les gens lui disent, ça fait déjà 3 ans que le vaisseau il s'est craché, quoi. ouais, enfin, ils savent pas qu'il en sort. Enfin, ils savent pas d'où il Non, vient. mais surtout, c'est que pour eux, c'est pas possible qu'il en sorte, vu que quand il s'est craché, il n'y a pas de survivant. Oui. Voilà. Bref, le bouquin est intéressant sur le pitch. Il est de qui, au fait ? Je cherchais le nom des auteurs qui est bien planqué, en fait. Voilà, c'est Brandon et Klein. Alors Brandon, ça doit être le scénariste, mais tu vois, j'ai pas noté trop son prénom. C'est Yvan Brandon et Nick Klein en dessin et couleur. Le dessin est magnifique, somptueux. Il y a un petit côté Giraud au niveau du trait. On sent l'ambiance blueberry. D'ailleurs, il y a même une tombe Colonel Giraud qui appuie le clin d'œil. Des couleurs, mais qui sont à tomber par terre. C'est magnifique, c'est bien foutu, c'est bien raconté. À ce niveau-là. Bien raconté au niveau du dessin, de la narration. Au niveau du dessin, d'accord. Parce Ouais. qu'au niveau du scénario, tu penses quoi ? Et là, moi, j'ai eu un petit problème d'incompréhension, quand même. j'arrive pas à savoir si c'est le traducteur qui a chié dans l'école ou si c'est le ton original qui était pas clair. D'habitude, t'arrives à te dire, oh non mais là le traducteur il a chié quoi. Ils ont embauché un stagiaire, je sais pas quoi. Et là, je saurais pas dire si le gars a bien respecté un style original qui est très elliptique, où il commence des phrases, il les finissent pas. Il y a une façon de formuler des phrases un petit peu bâtardes, qui est peut-être volontaire.
qui donne un ton, qui parfois marche, mais le reste du temps, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que ça raconte, ça te sort du truc, c'est pas très clair, quoi. Après, au niveau de la narration, moi, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé, c'est qu'on se balade en fait, on suit les actions de Abraham Pollux, mais j'ai eu l'impression en fait que ces actions elles sont décousues. Tiens, il rencontre le shérif. Il y a beaucoup d'ellipses aussi. Paf, hop, maintenant il est au bar. Paf, il va dans une mine. Paf, il rencontre quelqu'un. Limite, j'ai eu l'impression de jouer à WoW, tu vois, mais de pouvoir me téléporter en fait d'une pièce à l'autre. Ah, c'est cool. Ouais, tu gagnes du temps, mais du coup, à force de gagner du temps, moi j'ai un petit peu perdu en clarté, quoi. Bon, sans compter en plus la chute. Alors, disons que il y a des trucs bizarres, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on se doute de ce qui va se passer. En gros, le héros rencontre un personnage qui lui fout une tannée à la fin, pour résumer. Ouais. Qui a apparemment des objectifs qui sont contraires aux siens. Et on devine très très vite qui est ce personnage. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sinon ce serait fortement spoilé. Bref, c'est une BD... Ça vaut le coup de la feuilleter, ne serait-ce que pour voir les magnifiques dessins qui sont à tomber par terre. Les dessins sont vraiment splendides, ça c'est clair. Après, au niveau du ton, alors si vous voulez lire un petit western SF, il y a des trucs sympas, il y a des bonnes idées, mais voilà, moi c'est au niveau de la narration où ça pêche. Et alors si un de nos auditeurs l'a lu en VO, qui nous le fasse savoir, qui nous dise si c'était le ton au niveau de ce texte qui est abrupt, tu vois, c'est rêche, quoi, ça coule pas. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve, tu l'as clairement dit, ça manque de fluidité, je trouve, dans la lecture. Après, ça a quand même son intérêt. Chacun se fera son idée. On passe à Lazarus ? Lazarus. Bon, alors là, c'est facile, Lazarus. C'est qui l'a fait ? Parce qu'en gros, quand Glénat nous a dit, on lance notre truc comics, on vous envoie les SP. Lui, il a vu deux noms. Il a fait et là, chapiteau. Voilà, c'était Greg Rucka et Michael Lark, alors deux auteurs que j'apprécie énormément pour leurs travaux précédents sur du Daredevil, et puis aussi sur j'ai oublié le nom, Queen and Country. Enfin voilà, du très bon polar noir globalement en général, c'est ce que fait Greg Rucka. Là, il nous parle dans une histoire un peu futuriste. On est dans un monde où des familles dirigent le monde. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières. Ce sont des familles en fait qui dirigent des régions. Et forcément, elles luttent entre elles pour essayer d'acquérir la région la plus grande possible. Voilà, et se fighter sur la gueule. Et dans chacune de ces familles, ils ont un gardien, quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, un membre de la famille en général, qui est leur Lazare. Donc d'où le titre Lazarus, et qui en gros est fortement modifié génétiquement, technologiquement, bidouillé pour être une tuerie, quoi. Surtout c'est que le Lazare dans la Bible c'est le personnage qui est ressuscité par Jésus. Voilà, qui est ressuscité par Jésus. Donc on peut supposer que nos Lazars ont une très très grande faculté de survie. Oui. Et même que quand on les a à peu près démembrés, ça peut se refaire. Bref, ils sont méga balèzes. Et le fait qu'ils soient de la famille, c'est aussi un truc important, c'est que ils sont de la famille, donc ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Et là, dès le départ, on voit le père de la famille qui nous le dit tout de suite que sa fille, la Lazare, en fait, il la considère pas vraiment comme sa fille parce qu'elle a été construite pour être un Lazare et c'est rien d'autre. C'est un outil, c'est un objet. Mais que l'important, c'est qu'elle croit qu'il l'aime. Et donc, il continue à lui faire croire qu'il l'aime. Et il va commencer à la lancer sur des missions internes. Bien sûr, il y a un traître apparemment au milieu d'un poste frontalier, avec une des familles avec lesquelles ils sont le plus en bisbille. Et elle va devoir se retrouver à enquêter là-dessus. Et petit à petit, les doutes vont se mettre dans son esprit. Elle va se poser des questions sur est-ce que elle travaille pour les bons ? Est-ce qu'elle est vraiment aimée de sa famille ? Petit à petit, on voit ça. Et puis on voit ses frères et sœurs qui sont tous des ordures. Non. Si. Non, ça va, ils font quoi ? Ils font juste des petits trucs ensemble. On a vu dans Game of Thrones que c'était finalement pas si mal que ça. Bref, voilà. Un univers sympathique, une intrigue assez classique, je veux dire, on est dans du Dark Angel, on est dans tout ce que tu veux, quoi. L'arme créée pour détruire, l'arme créée qui se retourne contre toi parce qu'elle commence à avoir des doutes sur le fait qu'elle agit pour les bonnes raisons. En plus, tu mets un personnage féminin, donc c'est bon. Tu as la moitié des séries des années 90.
Ouais, mais Voilà. il n'y a pas de Michael Weatherly. Ouais, c'est vrai. Ça manque. Bref, le pitch est assez classique, mais c'est bien raconté, c'est efficace, on a envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages. Justement, les doutes qu'a l'héroïne sont amenés tout en douceur. C'est pas... on sent qu'elle a encore beaucoup de fidélité derrière. Elle cherche à trouver le traître. Elle a d'ailleurs plus de fidélité que le reste de sa famille. C'est ça aussi, hein, Oui. si tu regardes bien. On va la voir rencontrer un autre Lazare où on voit qu'ils ont un peu les mêmes problèmes. Hein. Ils s'entendent bien, en fait, au final, à part qu'ils doivent se fighter sur la gueule. Oui. Voilà. Moi, le scénario, j'ai trouvé ça efficace et bien mené. Alors, moi je dirais ça c'est pas le scénario original de l'année, mais c'est bien mené, c'est efficace. C'est un scénario à mystère, donc forcément, il va falloir se laisser se développer l'histoire. Il y a du potentiel dans l'univers, en plus. Ouais. Et après, du coup, je rajoutais quand même le dessin qui n'est pas... Enfin... En gros, un truc comme ça, tu te prends un pseudo Jim Lee ou un pseudo auteur qui va te faire de l'héroïne à forte poitrine avec des mensurations néant, qui va halluciner, qui va dégommer avec des splash pages qui pètent dans tous les sens et des couleurs flashy. Et là, non. Ça manque, ça manque un peu. Le dessin est joli, propre, c'est net. Maintenant, ça manque un petit peu de dynamisme. Moi, je pense que c'est ce qui crée le ton. Oui, mais ça crée le ton. Mais à un moment donné, il faut quand même un peu envoyer sur les quelques fights qu'il y a. Il aurait fallu envoyer des grosses pages. Et en fait, même sur ces moments de fight, même les explosions, elles sont sur les petites cases. Oui. Et c'est dommage parce que du coup, ça, avec pas grand chose finalement, tu peux quand même donner un peu plus de peps. Et moi, je trouve que ça a manqué un petit peu de ça. Maintenant, j'ai quand même passé un bon moment et j'ai plus apprécié Lazarus que Drifter. Il donne un côté... voilà, moi, en gros, c'est que c'est un récit qui te pourrait faire passer pour un truc d'action. Mais il ne mise pas sur le côté action, il mise sur le côté ambiance et le côté noir. Alors que le scénario et l'univers te feraient prêter avec des tonnes d'explosions, etc. Il y en a, mais c'est pas ce qui est mis en avant. On verra la suite. Efficace. C'est à lire. Chef-d'œuvre! Chef-d'œuvre! Putain, j'entends une voix au loin. Chef-d'œuvre! J'entends... Ah, Héraclès, le tome 3. Chez Aquileos. C'est nos petites lectures d'été, hein, t'as remarqué? Ça fait 3 ans, je sais pas, l'an prochain, on va avoir les boules, quoi. Et non, parce que le premier, on l'avait fait en cocktail. Ouais. Donc le 2, on l'a pas fait en cocktail, c'est pas une lecture d'été. C'est le 2 qu'on a fait en cocktail. Non, c'est le 2 qu'on a fait en cocktail l'an dernier, parce qu'on l'avait lu l'été. Le premier, on l'avait lu en vacances, je sais plus où. Ouais, je me souviens bien. Bon, lecture d'été, Héraclès. Voilà, hein? Bon, Héraclès... Ça résume pas ce que c'est. On va vous dire qui c'est. A priori, c'est le fils de Zeus et d'une humaine, je sais plus son nom. Désolé. On a suivi dans les 2 premiers tomes les 12 travaux. Et là, là, ça se termine. Donc c'est la fin. C'est la fin. Après. C'est ce qui se passe après les 12 travaux, c'est-à-dire le moment où Héraclès... Ce qu'on ne connaît pas. C'est ça, le moment où Héraclès se dit maintenant je fais quoi? Parce que je me suis soi-disant racheté, mais... Oui, parce que les 12 travaux, c'est Héra, la femme de Zeus, un petit peu jalouse, qui lui a imposé pour lui dire, bon écoute Coco, t'es à moitié humain, à moitié dieu, tu veux montrer que t'es un dieu? Remplis ces 12 travaux pour nous le prouver. Et en fait, ils invalident la réussite de... C'est aussi parce qu'il a quand même tué ses enfants, dans un accès de fureur, qui va faire les 12 travaux, pour se racheter. C'est lui qui, parce que l'accès de fureur... c'est Héra qui déclenche, oui, mais bon... Voilà. Donc là, on a beaucoup de flashbacks qui vont revenir un peu sur justement ce passage-là qui était seulement donné. Et puis les rencontres qu'il va faire après, où en fait Héraclès va tenter de fonder une famille. Hein. Globalement, c'est à peu près les différentes mésaventures qu'on va suivre. Il va d'abord être esclave, puis, ça va être un esclavage semi à la cool, ouais, un bon esclavage. Puis vu une fois qu'il sera libéré, il va épouser en gros. Voilà, il va faire des rencontres, sauf que les dieux n'ont pas fini de jouer avec lui. Tous les dieux, parce que là, il en rencontre un paquet là, dans celui-là. Héra, elle a la rancune tenace. Voilà, elle ferait mieux de donner 2 baffes à son mari, plutôt que de faire chier selon Héraclès. Ou alors de lui couper les... Voilà. Mais bon. Et voilà, et on suit ça, il y a de l'humour. Le coup de mettant, je sais plus quoi, là...
quand il se fait choper il doit chasser des brigands, et il y en a deux qui font des blagues aux gens et qui les insultent. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Et en fait, il l'appelle, je sais plus comment, en grec, etc. Et en fait, un peu plus tard, il va demander à sa femme s'il a le droit, en plus de sa fourrure du lion de Némée qu'il a tué, s'il a le droit de mettre autre chose dessous, parce que en fait, l'insulte dont ils l'ont appelé, ça veut dire cul noir, parce que il a le cul complètement bronzé, parce qu'il est à poil sous sa fourrure. Je crois que pas Voilà. ça. Non, mais c'était très très drôle. Donc plein de petits trucs rigolos, et surtout un dessin, une ambiance dans la fureur, dans l'action, dans le mouvement qui déchire sa maman, quoi. Je crois que, enfin, c'est d'une efficacité, d'une beauté. Alors par contre, mon frangin qui l'a lu aussi me disait, c'est à lire avec beaucoup de lumière, parce que il y a une ambiance assez sombre et un travail sur les teintes qui est magnifique, quoi. Alors ouais, après, tout le monde peut ne pas forcément aimer ce dessin, qui est loin d'être un dessin classique. Mais qui est magnifique. Voilà, c'est tout. C'est beau. Et ce mec-là, c'est son 3e album, vu que c'est sa première BD, quoi, à Monsieur Édouard Court. Merde, qu'est-ce qu'il va faire après? Il a la pression, ils peuvent plus faire que de la merde après ça, le pauvre. Malheureusement, ça va être dur pour lui. Voilà, donc là, autant il va nous écouter, il était en train de dire, ouais, j'ai un projet sympa, et puis il va revenir sur son projet, enfin, mais c'est vrai, mon nouveau projet, c'est de la merde, et nous allons créer un artiste dépressif on est des enfoirés. Honte à toi. Donc oui, bon, tu valides tout le chef-d'œuvre. Non, ouais, clairement, les 3 sont vraiment excellents. Ça fait une belle offre complète, quoi. Voilà, les 2 premiers nous rappellent les 12 travaux, les raisons, etc., qu'on a tendance à oublier, parce que on sait vaguement ce que c'est. Enfin, moi, je suis pas... Tout le monde connaît, mais personne connaît les détails. Déjà, les 12 travaux, va citer les 12 travaux, quoi. Là, maintenant, on est au DVD, je suis sûr que t'aurais du mal. Moins que toi, moi, je suis persuadé. Oui, je pense que moins que moi. Et ensuite, tu as la fin d'Héraclès, où effectivement, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler, quoi. Ça, c'est clair. On passe à notre petite suite. On se fait 2 tomes d'un coup. 2 tomes d'un coup, comme ça fera un peu moins râler les auditeurs. Billy Bat, le tome 13 et le tome 14. Alors vous vous rappelez, alors là dans les yeux du pied-pied, je sens le doute. Tu sais, Comment résumer ça? Alors, moi je vous dirais que Michael Jackson, donc c'est oui. Michael Jackson. Ouais, il ressemble à Michael Jackson. Il ressemble à Michael Jackson. Michael Jackson, donc Kevin, je sais plus comment. Yamagata, non pas Yamagata. Kevin, c'est un Kevin. Donc notre Michael Jackson est allé dans la maison des idées de chez Billy Bat. Oui, en fait, le gars qui se fait passer pour le créateur de Billy Bat et qui est le pseudo Walt Disney de cet univers. Voilà. Et en fait, ce Kevin, lui, va commencer à dessiner la suite, va remplacer en fait le nègre de, alors je me rappelle plus le nom en fait. Culkin. Ouais, Chuck Culkin. Voilà. Et il va donc commencer à dessiner la suite des histoires. En parallèle, on va suivre aussi quelque chose qui s'est passé, un petit flashback qui s'est passé donc au Japon, avec les premiers qui ont donc commencé à voir la chauve-souris. Et aussi en parallèle, on va suivre un des hommes qui a suivi un peu Kevin Yamagata, etc., toute son histoire, et on va voir toute son histoire en flashback, avec toutes les zones de l'ombre. Ça m'a fait penser à un Retour vers le futur 2. Tu sais, quand ils sont dans les coulisses, on va voir tout ce qui se passe dans les coulisses, et où on va voir la scène où Kevin Yamagata se fait buter, mais vu des coulisses, et c'est super intéressant en fait, et ça rend tout cohérent. Et on a aussi la partie avec Albert qui discute avec Adolphe. Oui, Albert Hitler et Adolphe, non l'inverse, Adolf Hitler et Albert Einstein, qui donc échangent justement sur la chauve-souris. La chauve-souris. Bref, plein de très très bonnes idées, un bon mélange de trucs. Et là, l'impression qu'il donne, c'est que, alors effectivement, ça donne toujours cette impression de rallonger un peu, comme peut le faire Urasawa, mais ça fait pas remplissage. Moi, j'ai l'impression que là, il sait où il va, quoi. Alors que je savais pas du tout où il allait avant. Et plus je le lis, plus je me dis, soit il sait se retourner des situations de malade pour trouver une explication à un truc qu'il a écrit des tomes avant, soit il a un plan. Je te rejoindrai. C'est vrai que c'était un petit peu la peur que nous avait dit Matt Manga en fait en nous parlant justement du Urasawa, qu'il y a un moment donné où il fait n'importe quoi et ça part en sucette. Et là, on a vu une grosse peur quand on a vu justement Kevin Yamagata qui se faisait tuer, en se disant oh mon Dieu, où est-ce qu'il va nous emmener, quoi? Qu'est-ce qu'il va faire?
Juste pour vous signaler, on est déjà donc à 20 minutes d'émission et je peux vous dire que la station assise par terre sur des coussins, sur du carrelage, c'est pas agréable. Ouais, je viens d'enlever les fourmis que j'avais dans la jambe. C'est ça, parce que la pipi, je sens qu'il commence, c'est soit les crampes, soit les fourmis, voilà, mais ça c'est dur. Donc tome 14 qui est aussi intéressant parce qu'on va justement suivre la jeunesse de Chuck Culkin avant tout ce qu'il a fait, on va dire, pour... on va découvrir comment est-ce qu'il a réussi à monter son escroquerie, quoi, son gros business. Et là encore, on va voir les coulisses, l'arrière-plan. Comment il a repéré Kevin Yamagata, ce genre de trucs là. Et on suit aussi l'histoire de notre petit japonais qui est parti sur la Lune. Voilà, c'est lui, c'est le gars qui les suivait tout du long parce qu'il ne sait pas dessiner la chauve-souris et que vu qu'il ne sait pas la dessiner, il faut qu'il la rencontre. Et sur la Lune. Et là, tu fais, oh là là, ça devient... Voilà, c'est des idées en vrac dans tous les sens. C'est très bien foutu, très fun. Toujours le dessin d'Urasawa qui est précis, avec des personnages très bien représentés, très propres. Bah voilà, c'est bien, quoi. Hâte de voir la suite. Voilà, c'est une série que je continue à suivre avec plaisir, même si effectivement, je comprends qu'on puisse ne pas accrocher à Urasawa. Vous avez vu, on a fait court sur du Urasawa. Surtout ne pas accrocher parce que c'est parfois compliqué à suivre, quoi. Oui, et puis même le truc de base du coup de la chauve-souris qui parle machin chose et qui a des traits de personnages de dessin animé, ça fait un peu ridicule même si ça finit par tenir la route, quoi. Et là, c'est à ce moment-là que tu nous fais la méga réflexion. Le Invincible, tome 14, les guerres Viltrumite. Les guerres Viltrumite. Tu prononces très mal. La guerre Viltrumite. Avec de Robert Kirkman toujours et Ray Notley. Alors, Invincible, je vous le rappelle rapidement, c'est l'histoire d'un jeune homme dont le père est le méga super héros du monde existant. Sauf que il s'avère que son père, en fait, était un envoyé pour repérer la Terre pour l'envahir sur le long terme, que le fils était juste là parce qu'il était là pour s'incruster, mais le fils, lui, est très attaché à ses valeurs humaines, fight contre le père. Finalement, le père regrette et il se rend compte que lui, il est vraiment tombé amoureux sur Terre et qu'il était humain, tout ça. Sauf que les méchants, les Viltrumites, qui est la race du père de Invincible, quoi, du héros, eux, ils doivent venir et à un moment donné, ils vont venir ils sont attendus, quoi, depuis quelques tomes, pour venir envahir la Terre. Et là, ils arrivent, ça y est, c'est bon, ils vont envahir la Terre. Sauf que toutes les forces de rébellion contre l'Empire Viltrumite, qui déchire sa maman, sont en train de se mettre en place, surtout qu'ils viennent de découvrir dans le tome précédent, que les Viltrumites ont des gros problèmes de reproduction, et qu'ils sont de moins en moins nombreux, et que c'est pour ça qu'ils envahissent de plus en plus de monde, pour essayer de trouver une solution à ça. Et l'autre truc, c'est aussi que ils ont appris que toutes les bandes dessinées, parce que le père du héros, j'ai oublié son prénom, tiens, pour le coup, le père du héros écrivait des bouquins et des BD dedans, dans lesquels il donnait tous les points faibles des Viltrumites qui étaient cachés à l'intérieur. Et donc ils vont essayer d'utiliser tout ça pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir, sauf que dès leur première sortie, ils se font tataner la bouche et ils doivent rester plusieurs mois le temps que Invincible se remette de ses blessures. Voilà, ce qui permet au père et au deuxième fils de se faire connaissance. On résume brièvement parce que l'univers commence à être très très riche, surtout que ça commence à inclure de plus en plus de séries dérivées qui sont incrustées dedans. Parce que il a commencé à créer son petit univers super-héroïque, Robert Kirkman. On rappelle, c'est aussi le scénariste de Walking Dead. Mais là, avec d'autres séries, il y a Tech Jacket, qui a l'air d'être un branleur de première comme personnage. Je connaissais pas, mais ça m'a donné envie de lire quand même, hein, Tech Jacket. Il y a les Gardiens, du Globe, etc., qui ont tous leurs séries à côté qu'on n'a pas suivies, hein, donc ça reste tout à fait lisible sans connaître les autres séries. Et c'est toujours aussi fun, aussi bien foutu, aussi... Ouais, enfin moi c'est de la BD de super-héros comme j'ai envie d'en lire, quoi. C'est du pur super-héros, il y a rien à dire là-dessus, avec 40 000 personnages secondaires, 40 000 intrigues, les intrigues de cœur au milieu qui se passent bien, pas bien, etc. Mais c'est bien. C'est très bien mené. En plus, au fur et à mesure, on va avoir une complexité qui se crée entre les personnages, avec toutes les histoires de cœur. En fait, moi j'ai l'impression de me retrouver avec un Superman. Un peu, tu vois, c'est le super-héros qui commence à avoir son histoire de copine. Pardon, pas Superman, Lois et Clark. Lois et Clark, oui. Tu vois, la série où voilà, tu te retrouvais avec les problèmes de sa relation amoureuse, qui en plus il a une relation avec une héroïne aussi, qui a des super pouvoirs. Donc ses problèmes sur Terre, les problèmes, on va dire, galactiques qui le dépassent complètement,
son père qui a couché un peu avec dans une Lois et entraîneur. Clark, la série télé, il y avait quasiment que des problèmes de cul en fait. Hein. Le reste était pas très 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 développé. Hein. Ouais. Quand même. Bah, disons qu'ils n'avaient pas vraiment les budgets pour faire des guerres intergalactiques, donc en gros ils se disaient et si on faisait plutôt qu'on disait les personnages on va dire que pour une mission ils vont devoir se retrouver à dormir dans le même hôtel parce qu'il y a un problème et il va rien se passer mais on va faire croire que peut-être. Enfin c'était ça Lois et Clark pendant beaucoup d'épisodes. Voilà, je ne vais voilà. Bon, c'est pas grave. Tu étais fan? Pas du tout. Ah. Alors vraiment pas du tout. D'accord. Ça me, c'était le truc qu'il y avait à la télé quand je rentrais. Bah disons que moi c'est plus Invincible, je trouve qu'il y a un côté plus Spider-Man parce qu'il a des problèmes du quotidien. Voilà, il a des problèmes qui font un peu problème du quotidien, alors qui ont pris une ampleur phénoménale de la mort derrière. Hein. Il a moins de problèmes parce que là maintenant il se fait des contrats privés, il gère sa propre société, il fait de la protection. Je veux dire, le mec il commence à toucher de la thune quoi. Quoi qu'il en soit, le final de ce tome est pop. Ouais, La guerre se finit et tu fais voilà, on va pas dire qui a gagné parce que même nous on sait pas trop en fait. C'est très. Alors oui, en fait non mais là tu l'as bien résumé, c'est ça finit, la guerre est terminée. Mais qui a gagné la guerre, c'est compliqué de savoir. Parce que je crois que même des deux côtés, personne ne sait. C'est tout à fait ça. Et... C'est voilà. Non mais moi je pense que voilà, c'est toujours une très bonne série. Bon, c'est toujours bien ça saigne, ça explose, c'est gore, c'est drôle. Un bon moment. Retour au centre de la Terre, tome 2 par Ludo Lulabi. Chez Glénat. Alors, rappelle-moi le premier tome. Rappelle-moi le premier tome. Bon, le premier tome, alors c'était, si je me souviens bien, un bateau qui se retrouvait happé par une sorte de gros ver. Et donc sur ce bateau, il y avait donc le capitaine, le chef mécano, une meurtrière, voleuse, ouais, enfin un gars qui était là, on savait pas trop pourquoi, et ils se sont retrouvés avalés. Un petit jeune aussi. Ouais, qui se sont retrouvés avalés par le gros ver et qui sont arrivés au centre de la Terre. Dans un univers étrange. On est très très loin du centre de la Terre de Jules Verne. Hein. Dans un univers vraiment qui fait SF, etc. Fin du premier tome, tous les personnages étaient séparés. Le capitaine et son chef mécano, le capitaine Cal, voilà, étaient sur leur vaisseau de leur côté. Alex, un des personnages mystérieux, avait été emprisonné. Le jeune était devenu pote avec un autochtone. Et on ne savait pas où avait disparu la mystérieuse tueuse professionnelle. Voilà. T'as très bien résumé. Mais bien entendu, un peu de temps s'est passé entre les premiers tomes, donc le gars il est en prison, donc il se fait libérer par la mystérieuse tueuse. On voit que le capitaine est en train d'avoir monté une sorte de rébellion pour que les tribus troglodytes se libèrent de l'emprise de la race qui dirige. Comment ils s'appellent les machins de rond là, je sais plus quoi. Les sidérons. Les sidérons, voilà, qui dirigent donc cette zone-là. Et on apprend aussi que en dessous, il y a un autre endroit où il y a une sorte de nuage toxique qui empêche d'aller, mais on pourrait aller dessous, il y aurait un autre peuple, etc. Oui, parce que visiblement, il y a donc plusieurs peuples. Chacun, en plus, ils ont une sorte de prophétie qui est en train de commencer, on va dire, à se produire et qui annonce, entre guillemets, la fin de leur monde. Et nos différents personnages, voilà, sont en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passe et eux, en découvrant aussi qui est qui. En faisant voilà. Simple. Donc les engrenages se mettent en place. Alex devient un personnage qui prend un peu de l'importance de façon très mystérieuse, car souvenez-vous, certains disaient mais il n'était pas sur le bateau au moment du naufrage, d'après un des personnages. Donc mais qu'est-ce qu'il fout là alors? Le but de l'assassin, elle, c'est de remonter sur Terre, quoi qu'il arrive, alors que les autres se disent qu'ils auraient pu se faire leur place sous Terre. Oui. Et voilà. Graphiquement, moi, je trouve que c'est super. C'est péchu que ça en peut plus. On est vraiment dans cette world de BD, donc avec des influences de manga, de comics, d'européennes, qui ont été super bien assimilées, mâchées.
et qui ont une pêche quoi dans des scènes d'action qui sont super. La narration est très agréable. On a ce grand format ça se prête très bien au grand format, mais dès qu'on arrive dans de l'action, on sent un mix entre la BD américaine et la BD japonaise, avec de plus en plus de cases qui montrent de plus en plus de trucs qui courent dans tous les sens. Un travail sur les plans qui est très sympa, et aussi un travail sur les couleurs qui est assez original parce que on est toujours dans des tons un peu étranges. Bah, c'est des couleurs improbables parce qu'en fait, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc sur des tons un peu étranges qui jouent beaucoup sur l'ambiance en fait, qui servent surtout à mettre l'ambiance, et puis aussi je veux dire, voilà, quand tu tombes sur cette grande splash page là où tu as du rouge et du vert, donc les deux bonnes couleurs bien opposées qui donnent un ton vraiment, t'as l'impression que t'as une bichromie quoi, hein, mais qui est superbe. Voilà, c'est à la fois péchu, dynamique, et à la fois assez artistique, assez joli. Il y a des splash pages, il y a une double page. Voilà. Alors, graphiquement, c'est très joli. Au niveau scénaristique, moi, j'ai eu plus de mal à rentrer dedans parce que, comme on avait dit dans le premier tome, c'était très décousu parce que tu savais pas vraiment où tu allais et qui allait faire quoi. Malgré le deuxième tome, j'ai pas encore réussi à vraiment rentrer dedans. Moi, pour moi, ça reste un peu brouillon. Brouillon et incompréhensible, parfois. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne série ado, quoi, que j'aurais pris mon pied à lire en étant ado. Tu vois, une sorte de l'Enfeust, peut-être pour les nouveaux jeunes. J'en sais rien. Enfin, je trouve que c'est très réussi. Voilà. Il y a un peu d'humour, il y a de l'action, il y a des personnages attachants. Et puis il n'y a pas de personnage principal aussi. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a une équipe et tous les personnages sont intéressants. C'est vrai. T'as pas ce côté le héros qui a une équipe. Tu te dis que n'importe lequel pourrait crever en fait, en fin de compte aussi. Ça change, oui, ça change rien à l'histoire. Voilà. Quelque part là, je vais faire un parallèle avec. Ça pourrait être un Game of Thrones, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les personnages qui sont importants, ils pourraient tous mourir, ça changerait rien à l'histoire continuerait quand même. Oui, ouais, un peu de ça. Mais voilà, enfin, pour moi, je trouve que c'est une bonne série. Elle aurait un seul défaut, mais ça c'est malheureux à dire, c'est qu'elle a une pêche et une richesse qui donnerait presque envie d'avoir une publication, je pense, plus régulière, ce qui peut-être réglerait ton problème de compréhension sur le long terme. Peut-être. Voilà. Et bien maintenant nous allons parler de la lointaine Russie, mais la Russie tsariste à l'ancienne. Mort au tsar. Tome 1, Le Gouverneur, donc de Fabien Nury et de Thierry Robin. Ah tiens, Fabien Nury bosse sur une série télé, je crois, là, en ce moment. Oui, française. Je te crois, totalement. Ouais, j'ai peur que ce soit une série télé française. Donc oui, mais peut-être qu'un jour... Peut-être. Attends, pardon. Peut-être qu'un jour, la télé publique française fera des excellentes séries. Non, mais si tu mets Fabien Nury au scénario, il faut juste trouver un réalisateur à la hauteur de Thierry Robin. Pour la BD. C'est peut-être ça. Donc, ce Mort au tsar. Donc nous sommes donc dans la Russie tsariste, l'ancien empire russe, voilà, le grand empire russe, et on va suivre l'histoire d'un petit gouverneur qui a fait une petite erreur. Petite, mais qui a eu de grandes conséquences, c'est-à-dire la mort de quelques dizaines de paysans qui ont été en fait fusillés par l'armée, alors qu'ils étaient juste en train de manifester pour dire on n'est pas content. Plus d'une dizaine, j'aurais cru, mais bon. Ouais. Mais quelques dizaines, si tu veux. Ah, quelques dizaines, ok. Une poignée, quoi, une poignée de dizaines. Une poignée de dizaines, oui. Toi, quand tu tues des gens, je veux dire. Ouais, mais suivant tes lectures, quelques dizaines de gens, ça représente plus grand-chose en fait. Voilà, si tu te dis ouais, ça va, il a tué des millions, franchement, le mec il a tué 200 personnes, qui s'en fout, quoi. Ouais, non, voilà. Et donc forcément, en ayant tué tous ces petits paysans qui en avaient gros, il se retrouve haï, détesté, et en fait on le menace de mort. Et lui-même s'en veut énormément parce qu'il ne voulait pas la mort de ces gens. Oui, parce que c'était un malheureux concours de circonstances. Et qu'il a l'air d'être un mec bien. Finalement. Plus tu le découvres le personnage, plus il a l'air sympa en fait. Donc du coup on va suivre ce gouverneur qui essaye à la fois de se racheter, qui voudrait bien finalement qu'on en finisse, que enfin il soit mort,
mais ça se passe pas. Il voudrait protéger sa famille, mais ça aussi, ça peut pas se faire parce que il a un rôle à jouer. Et puis il sert de fusible en plus pour le tsar qui lui approuve en plus le fait qu'il ait fait tirer dans la foule. Le tsar approuve et lui dit vous avez fait du bon boulot gars. Bon, vous allez avoir des problèmes, mais c'est bien parce qu'en plus il fait fusible, c'est-à-dire que c'est le gars qu'il faut taper du gouvernement quoi. C'est ça. Il peut servir à tout. Voilà. Il sera le responsable si ça tourne vraiment trop mal. Avec quelques scènes pleines d'humour. Ah là là, on a trouvé un nouveau truc pour éviter d'avoir des problèmes avec le peuple. Il suffit d'avoir un bouc émissaire. Alors on s'est dit qu'on pourrait prendre des juifs. Alors vous, pas de bol, vous les avez déjà tous éradiqués de votre région, donc vous pouvez pas le faire. Tant pis. Hein. C'est de l'humour très très noir, très très sombre. Mais clairement, voilà, dans tout le bouquin, il y a vraiment beaucoup de points d'humour. Oui, mais alors, sombre, très sombre. Mais moi, ça m'a fait beaucoup sourire, même rire parfois, de voir en fait ce personnage se débattre entre ce qu'on attend de lui, c'est son travail, parce que voilà, c'est un gars qui a des principes, lui il veut bien le faire son travail. Et puis en même temps aussi le bien-être de sa famille, de sa vie, quoi. Tu se dis ouais, mais enfin bon, j'ai bien des principes, mais j'ai pas envie de caler pour eux. Il veut prendre des vacances, mais on lui interdit. Écoute. Voilà, non, mais j'ai passé un très très bon moment. Par contre, je ne sais pas. Bon, la suite, je la suppose, mais voilà, c'est le premier tome. Moi, j'ai trouvé ça excellent. J'attends le deuxième tome, clairement. Voilà, c'est une histoire prévue en 2 volumes. Hein. C'est vrai qu'on attend le deuxième tome, donc qui s'appellera. Donc le premier tome s'appelle Le Gouverneur, le deuxième s'appellera Le Terroriste. Mais qu'est-ce que ça va raconter? Est-ce que ça va être la même histoire du point de vue du terroriste? Est-ce que ça va être autre chose? En tout cas, voilà, moi j'ai passé. Ça s'appelle Mort au tsar, donc est-ce que ça va être l'histoire du terroriste qui a tué le tsar en fait, hein, tout simplement, peut-être. Il n'était pas seul en fait pour le. J'en sais rien, je connais pas. C'est moi l'histoire. Hein. Voilà. Le dessin de Thierry Robin, Thierry Robin, quoi. Ouais, non, quand tu dis ça, tu ne dis rien. Ouais, je sais. Un travail qui joue beaucoup sur les hauteurs, sur les longueurs, un noir et blanc très profond, une mise en page qui joue beaucoup sur, on a l'impression d'avoir des statues érigées, des plans aussi qui sont très travaillés avec des plongées, des contre-plongées, des déformations de perspectives. Des perspectives qui sont vraiment très très bien travaillées et c'est génial à regarder parce qu'on a vraiment les sensations qui vont avec les pensées du personnage du moment. Certaines perspectives, voilà, quand il est tout seul, oui, la perspective te dit bien qu'il est seul. Il est seul face à lui-même et face à son crime, quoi. C'est vraiment c'est dynamique, c'est intéressant et ça se marie vachement bien au propos. Et puis en plus, il y a un découpage, on revient sur l'histoire, un découpage très moderne, très péchu, ce que tu as rarement dans la BD historique. Tu seras d'accord. Hein. C'est clair. Et un dessin qui se veut un peu caricatural, on n'est pas dans du réalisme. Voilà. Moi, je trouve que c'est super efficace là-dessus. Et ça met un petit peu en avant le côté rire amer. Ce côté un peu... les personnages, ils font des gueules parfois, tu as envie de sourire et tu te dis, putain, le pauvre. c'est que c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle du tout. Donc Mort au tsar, le tome 1, Le Gouverneur, chez Dargaud, c'est très 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 bien et c'est une suite spirituelle à La Mort de Staline qu'on avait déjà beaucoup aimé des mêmes auteurs. Kagaster, tome 6. Tome 6. Je te laisse le faire. Ouais, on y reviendra peut-être un peu parce que on avait prévu de revenir sur l'intégralité de la série dans un de nos cocktails. On a déjà le cocktail et tout. Le cocktail, en plus, il a l'air terrible. C'est toi qui bois celui-là. Hein celui-là, oui, c'est moi qui dois le boire en plus. Ouais, t'as peur. Sauf si on trouve un truc pour le château dans les étoiles avant. D'accord, on va pas trouver. Et donc, en gros, Kagaster, on suit dans ce monde futuriste où les gens peuvent se transformer d'une façon ou d'une autre en insectes sans qu'on sache pourquoi et fonder des sortes de nids d'insectes. Et bien entendu, il y a des gens qui sont là pour lutter contre ces insectes, dont le héros qui s'appelle, je ne sais plus comment, Kido. Oui. Kido, et qui a recueilli une jeune fille il a pris sous son aile. Voilà. C'est la fin de l'histoire et en gros... J'ai rien compris. Et déjà, non. J'ai rien compris. Non, et déjà, il faut dire, un manga qui finit en 6 tomes, ça, c'est bien. Oui, mais j'ai rien compris. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec 2 histoires en parallèle. On a
le héros et l'héroïne qui sont partis Dans une ruche. Donc là où il y a les grands méchants, etc., pour lutter contre des grands méchants, pour retrouver la mère de la fille, qui est une sorte de reine qui peut attirer les créatures, tout ce que tu veux. Qui peut diriger en fait les insectes. Et la fille pourrait le faire aussi. Et son demi-frère. Qui est une expérience avortée, échouée. Voilà. Et ils vont là-bas pour essayer de sauver la mère. En gros, c'est Pipi, arrête de me faire du pied. Ouais, c'est vrai, mais voilà. C'est la chaleur. C'est parce que j'ai mal au cul. Enfin, T'as mal au quoi? Et donc, et en parallèle, on a le conflit armé dans la ville entre les méchants et les gentils, mais je sais plus en fait. J'ai rien compris. Ça manquait de clarté ce passage-là. Alors, non, clairement. Là où j'avais trouvé qu'il y avait les 5 premiers tomes en fait étaient limpides quoi. Tu suivais ton petit tueur d'insectes avec la fille et petit à petit on commençait à te monter la sauce, lui d'où il venait, montrer les personnages secondaires, elle d'où elle venait, etc. et ok. Mais sauf que là cette solution entre le tome 5 et le tome 6, il y a un nombre de personnages qui arrivent en plus. Et puis ça finit où c'est presque, moi j'ai trouvé ça finit, c'est un peu énigmatique. C'est contemplatif. Tu ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dirais pas que la fin est ratée. Je trouve d'ailleurs que c'est très intelligent de l'auteur d'avoir dit je ne continue pas et je m'arrête là. Parce qu'il avait un univers. Ah oui, il aurait pu, hein. Voilà, elle avait un univers d'ailleurs, je crois. Où elle aurait pu, il me semble, je sais plus. Enfin bon, l'auteur, on va faire avait un univers vraiment très intéressant et exploitable. Ils auraient pu tirer sur la corde pendant 40 000 ans. Donc je trouve ça bien d'avoir amené beaucoup de politique, d'intrigue et quelque chose de mature et d'intéressant dans quelque chose qui se vend comme un shonen, donc quelque chose d'assez normalement un peu plus light entre guillemets, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Mais en fait, ça manque au début de chaque tome. C'est souvent le reproche que je fais à ces séries-là. Ça manque au début de chaque tome d'un petit résumé. Alors ouais, peut-être que c'est parce que ça sortait tous les 2 mois et que nous, on mettait 6 mois à lire un tome et qu'on a toujours été à la bourre, etc. Ouais, peut-être largué à cause de ça. Bref, je suis un peu déçu. Alors, le côté intrigue... Kido, Ilie et Asht, donc les 3 personnages principaux, fonctionnent bien, mais toute l'intrigue militaire, si je comprends son intérêt, je trouve qu'elle n'est pas traitée avec efficacité, et pourtant, la conclusion de cette partie de l'intrigue-là est bonne, quoi, est presque meilleure que... C'est bizarre. T'as le conflit militaire, où je trouve que la conclusion du conflit militaire est super bien trouvée, mais j'ai un peu eu du mal à suivre le conflit militaire. Et tu as l'intrigue principale avec les héros qui vont lutter contre les grands centres des insectes, etc., où l'intrigue m'intéressait plus, mais où la conclusion m'a un peu déçu. Moi, je dirais que ça manquait de clarté. Ça manquait de clarté parce que dans la partie, dans la ruche, ça fight. Et les dialogues qu'il y a ne m'ont pas... j'ai trouvé ça barbant à lire et puis pas clair en fait sur ce que ça allait donner. La partie dans la ville, bien, mais en fait c'était totalement pour moi anecdotique quoi. Enfin, c'était pas ça l'intéressant. Moi j'ai été un peu déçu par la fin de Cagliaster. Voilà, clairement. Maintenant, bon, la série dans l'ensemble était quand même intéressante. Oui. Les 5 premiers tomes, je me suis quand même bien... Bon, 5e est un peu plus dur, parce qu'on commençait déjà à être sur le fight final, mais intéressante. C'était une bonne série. Maintenant, la fin est un peu décevante. Voilà. Donc, graphiquement, toujours aussi intéressant. On va pas revenir là-dessus. C'est du assez classique, bien détaillé, propre, efficace, bien raconté. Voilà. C'est juste le scénario en lui-même qui pose un petit peu de soucis. Badass. Tome 3. Ouais. Je pensais qu'il devait y avoir que 3 tomes, mais apparemment c'est 4. J'arrive pas à savoir si... Je me souviens plus si c'est moi qui me suis planté, mais... De l'interview qu'on avait fait de Bruno Bessadi à la sortie du tome 1, de mémoire, il me semble bien qu'il nous avait dit qu'il devait y avoir 3 tomes. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi de mémoire. Donc, est-ce que finalement Eric Hanna s'est dit que il avait un petit peu plus de matière et que comme ça veut dire ça a connu quand même un certain succès, peut-être que bon il s'est dit je vais peut-être pouvoir prendre un petit peu plus de temps et que Delcourt a été ok pour faire un 4e tome.
pour arriver à la fin de l'histoire. Alors, vas-y, fais-moi le pitch, parce que c'est toi qui l'as lu plus récemment. Ouais. Alors, nous allons suivre. J'ai toujours des problèmes Snake avec Plissken. Ouais, en gros, c'est ça. C'est pas lui, mais c'est lui. C'est sa copie conforme. Donc, en gros, on va l'appeler Snake pour le principe. Je pense que les scénaristes, les auteurs devaient l'appeler comme ça entre eux. Ouais, mais là peut-être qu'ils vont essayer de nous tuer en fait. Voilà. Donc, bref, lui, en fait, il bosse pour l'équipe du gouvernement avec un acronyme qui ressemble à une arme, mais qui n'est pas le Shield. Tu vois, je continue dans les comparaisons. Ouais, c'est ça. Bah, il est super balèze, quoi. Il gère tout en sous-main, il manipule tout le monde, et il est super fort. Vraiment, c'est un tueur. Et c'est là que tu te découvres que d'un coup, tout ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes, c'était prévu. Il maîtrisait Adolf. Il m'a un peu fait penser à, comment il s'appelle dans The Boys, à Butcher, dans l'idée aussi. Oui. Dans The Boys, qui est le gars qui... Je suis pas un super-héros, mais je vais les contrôler pour mieux gérer ce qui se passe. Sauf que lui, il est un peu plus haut dans l'échelle que Butcher et il gère un peu mieux les choses. Voilà. C'est ça. Il gère le taf. Et donc, bah, on va voir qu'il y a un plan qui se met en route petit à petit pour essayer de prendre le contrôle des surhumains, sauf que l'équipe principale de surhumains se rend un peu compte de ce qui s'est passé et le prend mal. Et va essayer d'y aller avec ses techniques de répression, on va dire, de son côté. Et là, tu fais, badass, le premier tome, j'avais trouvé ça rigolo, sympa. Le deuxième tome, je m'étais dit, bon, ils s'en font un peu trop des caisses, on s'est bien amusé, mais là, ça devient n'importe quoi, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Les mecs, ils ont aucune chance de... Enfin, je veux dire, en gros, on a des forces en présence qui sont trop fortes pour que ce soit intéressant. Ouais. Le tome 3, tu dis, ah non, c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Le tome 2, faudrait que je le relise parce que il y avait beaucoup plus de petites bisbilles de baleines sous cailloux, comme tu dis. Sacrée baleine d'ailleurs. Ouais. Et le tome 3, en fait, il est plutôt très très bon et il te rend la série vachement mieux. Ben, je dirais ça, moi ça m'a, je trouve, le tome 3 amène de la subtilité finalement dans le bourrinage du tome 2. Oui, et puis du tome 1 aussi, qui était bourrin, mais plus standard, plus drôle. Du coup, tu te dis, ah oui, mais en fait, il y avait beaucoup de choses derrière qu'on ne voyait pas. Voilà. C'est presque dommage, j'ai envie de dire, qu'il faille un tome 3 pour se rendre compte de la subtilité de la chose. Mais d'un autre côté, il aurait pas pu un petit peu tendre la corde dans les tomes 1 et 2. Ça aurait pas été aussi efficace. Donc, un peu casse-gueule, j'ai envie de dire éditorialement, de se dire, on va faire un truc, ça va être basique, rigolo dans les 2 premiers tomes, et puis le tome 3, on va montrer qu'en fait, c'était plus subtil que ça. Mais bien trouvé. Moi, c'est de la bonne BD. C'est une bonne BD de super-héros, on va dire underground, sans foi ni loi, etc. Ça fonctionne bien. Je vais oser le dire, ça vaut un The Boys. C'est même presque plus subtil qu'un The Boys sur certains points. Oui, non, parce que The Boys prend plus de temps pour être subtil que... C'est vrai, oui. que Badass. The Boys, il leur faut une dizaine de tomes avant de rentrer dans la subtilité. Et donc, ouais, mais surtout, c'est ils sont passés par par toutes les perversions possibles avant. Voilà. C'est publié aux États-Unis. J'espère que ça aura un petit succès. Apparemment, j'avais vu, Bruno Bessadi sur Facebook transmet les critiques. Il doit transmettre que les bonnes. Je le connais. Quand on dit des saloperies sur lui, il va leur casser les jambes. Il diffuse pas leur message. C'est exactement ça. Voilà. Graphiquement, donc, vu qu'on parle de Bruno Bessadi, c'est magnifique, c'est beau, quelle beauté, ce Snake Plissken est une... Bon, non, je plaisante. C'est pas moche, hein. Non, mais c'est réussi, c'est efficace. C'est efficace. C'est de la bande dessinée à l'américaine, bien fun. Il se fait plaisir dans le gore. On voit que dans ses séries précédentes, il avait étudié une découpe de cheval transversale et qu'il la réutilise sur des animaux. Il y a des personnages secondaires très rigolos. Ils vont chercher dans les personnages style cartoon comics, donc dont un qui est coincé en noir et blanc parce que c'était son époque, les personnages d'extraterrestres aussi. Ça fait un petit rappel de qui va pour Roger Rabbit, quand il croise Betty Boop qui justement est en noir et blanc et qu'elle lui dit que c'est plus son époque, que c'est plus la plus bonne forme, ou Howard the Duck, ce genre de truc là. J'ai un peu du mal avec le lettrage, mais ça je sais pas pourquoi le lettrage il me pique un peu aux yeux. Alors que en fait, je pense que c'est un beau lettrage manuel comme on n'en fait plus. C'est un beau lettrage manuel comme on n'en fait plus. Et je sais pas, j'ai peut-être pris tellement l'habitude d'avoir des lettrages informatiques qui sont, tu sais, tout propres, nickel, tout ce que tu veux, que
au début, j'avais l'impression que ça faisait un peu gras, tu vois, un peu, voilà. Mais c'est vraiment, je suis obligé d'aller chercher dans le lettrage pour trouver un truc qui, C'est qu'a priori, ça doit être quand même bien. ouais, Hein. franchement. C'est 3 tomes pour l'instant, le 4e à venir. Je sais pas si Et- ça devrait être le dernier. Oui, c'est série complète en 4 tomes, c'est écrit derrière. Hein. Alors, Là- c'est là, bon. Là, c'est écrit. On s'arrêtera au 4. Donc on a fait presque toute la pile et il nous reste 10 minutes. Oh. En fait, dès que Thierry est pas là, on est efficace. Jaco the Patrolman. De Akira Toriyama, les origines de Dragon Ball. Oui, alors les origines de Dragon Ball, c'est pour vendre. Hein. Oui, ça n'a pas grand chose à voir. Alors ouais, il y a un lien, mais... Hein. Oui, il y a un lien. Bon, Toriyama, en gros, a décidé de revenir un peu en service actif ces dernières années. Il a créé Jaco the Galactic Patrolman pour le fun, il y a quelques années, pas longtemps, 2-3 ans à tout casser, je dirais. Voire l'an dernier, je sais plus, enfin bon. Il avait fait un autre truc avec Masakazu Katsura, je crois que je me suis planté sur son nom, mais c'est un truc dans le genre, qui était l'auteur de Video Girl Eye et Wingman et compagnie, dont on reparlera plus tard, dans une autre émission. Alors, Parce que je ne l'ai pas encore lu. Et donc, il a décidé de développer un peu son univers étendu. Il y a une nouvelle BD Dragon Ball qui est sortie, une nouvelle série animée aussi, avec Akira Toriyama aux manettes. Et donc, il n'a pas délégué comme il avait pu le faire sur d'autres séries qui n'avaient pas plu du tout. Bref, Jaco the Galactic Patrolman, ça s'annonce rigolo. Quand on voit la tête du héros, ça fait penser à un truc humoristique. Et ça l'est. ça l'est totalement. Jaco, c'est un Galactic Patrolman. En gros, il a vu que un véhicule partait d'une planète. La planète, c'est Vegeta. C'est Vegeta le nom de la planète? C'est Ouais, pas- je crois que c'est Vegeta, la planète Ouais, bon, de la planète Vegeta. des Saiyans. Et que quand ils arriveraient sur la planète, sur la planète sur laquelle il arrive, c'est la Terre, je crois d'ailleurs. Je sais Oui, pas oui. si la Terre. Enfin bon, enfin c'est la Terre de Toriyama. Hein, je suis désolé, mais bon, quand il arriverait sur Terre, le truc, il fallait qu'il vérifie si c'était Pas dangereux ou préparer une hostilité pour détruire la planète. ça. Et donc il part, sauf qu'en cours de route, il rate une manœuvre sur la Lune et il se crache sur une petite île paumée avec un vieux savant fou. à la retraite qui travaille sur le voyage dans le temps pour faire revenir sa femme mais qui a toujours foiré et qu'il a besoin pour pouvoir réparer sa navette d'une méga source d'énergie qui coûte très très cher et il essaie de trouver comment le faire. Et ce Jaco, lui, il est très fier d'être un Galactic Patrolman. Alors il y a beaucoup de rapports au... C'est le Sentai, je crois. Hein, Ouais. voilà, au Sentai avec les mecs qui prennent les postures, donc c'est Bioman, les Power Rangers et compagnie. Bon, les Power Rangers sont une version américaine de. Ouais, voilà. Bref. XOR. Ouais, XOR. Voilà. C'est fun. C'est barré à la Toriyama. On est vraiment dans une ambiance entre le Dragon Ball. Attention, je n'ai pas dit Dragon Ball Z. Entre Dragon Ball et Dr. Slump. Ouais. Mais Mais c'est c'est barré ça. que Dr. Slump parce que Dr. Slump c'est n'importe quoi. Là, c'est trop barré. Ouais. Mais du coup, ça reste très... le ton est très léger, très sympathique. Moi, j'ai passé un très bon moment à le lire. Les petits rebondissements et les petits clins d'œil, justement, à la série Dragon Ball sont vraiment sympas. Parce que du coup, tu dis, ah oui, tiens, ça c'est... Ah, ça c'est... Ah, et voilà. Ça n'a pas de grande importance pour l'histoire, mais ça crée un fond. Ça crée un fond voilà. pour, pour qui a vu Dragon Ball à l'époque. Oui. enfin, C'est-à-dire le trentenaire, parce que je suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui aient vu le premier Dragon Ball. Il y a eu une réédition en vidéo de Bah, Dragon et vu Ball. ou C'est et vu. Dragon Ball Kai, je crois. C'était une réédition du dessin animé, mais en version courte. C'est-à-dire qu'il faisait durer les combats plus courts. Ah bon? Moins d'épisodes, ouais. Pas 5 épisodes pour juste un petit fight? 5. T'étais gentil. Ouais, mais c'est parce que c'était long aussi, c'était dur à les battre. Le dessin, Toriyama a toujours la patate. Hein. Toriyama ou c'est Son studio, oui. son studio, parce que je suis pas sûr que Je pense il qu'il- dessine encore beaucoup quand même. Ouais, je pense qu'il doit pas mal dessiner. Il fait au moins les chara design. Oui, ce genre mais de choses. Et ils sont bons ces chara design. Hein. Ils ont des tronches leurs personnages. À un moment, j'ai cru que le vieux serait le professeur Gero. Ah, À un moment, j'ai cru parce qu'il y a un air, tu vois. Je me suis dit, autant c'est le professeur Gero, c'est le créateur des cyborgs. C'est 15, 16, 17, 18, 19, je crois. c'est ça va 17, c'est 16, Cell. c'est 17, c'est 18. Et celle. Et celle. À un moment, j'ai cru que ce serait lui, tu vois. Et puis non, en fait. Mais c'est un personnage qui est sympathique aussi. Enfin, voilà, Jaco the Galactic Patrolman. Un bon moment. Bien, Eh ben, on a tué une pile. on a tué une pile. Ah, meurs, pile.
Que vous dire que pour nous c'est la fin de notre émission estivale. De notre série d'émissions estivales d'une émission. C'est ça, c'est une belle série de un épisode. Ouais. Ça pourrait faire une série française, ça. Un épisode, c'est une série complète d'une année, une saison. C'est un pilote de série française. Bon, vous dire qu'on va se retrouver au mois de septembre, normalement avec un... fais pas de promesses, on va se retrouver à la rentrée. Oui. Normalement c'est septembre, mais peut-être... à la rentrée. Mais on n'a pas dit de qui. Est-ce que ce sera la rentrée des maternelles, la rentrée des étudiants, on va se retrouver, la rentrée des profs, donc des alentours de décembre. On enregistrera dans un contexte plus confortable, j'espère. Peut-être qu'on aura des fauteuils. Oh, juste une chaise déjà. Ouais, déjà. Et une chaise pliante déjà, je dirais c'est top. Maintenant Voilà. après bon. Une table de camping, allez. Ce serait bien une table de camping. Ouais, on rêve, hein. Franchement, on a des goûts de luxe. On va essayer de reformuler un peu notre émission, parce que là, on était dans la routine. Donc, si vous voulez nous dire déjà ce que vous pensez de nos émissions actuelles, alors pas celle-là, parce que, voilà. Si vous voulez nous dire un peu ce que vous pensez de nos émissions, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. L'idée, c'est de vous proposer une formule un petit peu originale, on va dire, en 2 parties, avec une émission plus axée sur le conseil, où on est là pour vous dire cette BD-là, elle est à lire, cette BD-là va plaire à tel type de personnes, etc. Et une autre partie d'émission qui serait plus axée sur la vraie critique et l'analyse, où là on se permettrait de faire du spoil à donf, parce que en fait c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de parler d'une BD sans raconter ce qui se passe dedans. Et ce qui n'empêcherait pas une BD d'être dans les 2 émissions, ce qui vous permettrait par exemple de lire une BD, de la trouver intéressante et d'écouter la 2e émission où nous spoilons comme à donf dessus pour dire ce qu'on en pense. Voilà, on est en train d'essayer de reformuler ça, donc on a un peu de taf derrière. Voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, des désirs, n'hésitez pas. On se retrouve donc... Le docteur Tirac sera là pour les assouvir. Oui, car nous laissons assouvir tous les désirs les plus pervers au docteur Tirac. Tous vos désirs les plus pervers, c'est le docteur Tirac qui les assouvit. Sur ce, eh bien, bonne fin d'été. Nous espérons que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Nous, c'était l'horreur. Nous espérons que un peu de fraîcheur va vous accueillir et que nous pourrons bientôt nous proposer de superbes émissions, peut-être en live, peut-être pas. Qui sait. Ciao, à très bientôt. Bye bye. À bientôt.